Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. On parle de voitures électriques, de voitures à essence. On parle de toutes ces situations où on a le sentiment qu'on fait partie de la solution ou pas. Et pourtant, on devrait toujours essayer de faire partie de la solution puisque, comme je le disais en ouverture d'émission, le dimanche 21 juillet est déclarée la journée la plus chaude enregistrée dans le monde. On en discute avec un spécialiste en situation et analyse climatique chez Ouranos. On parle avec Christopher McRae. Bonjour, M. McRae. Bonjour. Alors, je vous regarde, là, je me dis, qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui va nous aider à trouver des solutions? Quand on arrive à des journées comme le dimanche dernier, on fait comme, bon, on a vraiment échappé quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de mesures qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour réduire les émissions. Ça, c'est la base. Il faut réduire les émissions. Même si on dépasse des seuils, on parle beaucoup de 1,5 degré, de 2 degrés. Le 1,5 s'approche, on va dépasser ce seuil-là vraisemblablement dans les prochaines années. Donc, il faut réduire parce que chaque tonne de GES qu'on n'émet pas va éviter un niveau de réchauffement supplémentaire. Et ensuite, il faut s'adapter aussi parce qu'on voit qu'on vit les effets déjà des changements climatiques. On a vu les inondations, par exemple. On voit de vagues de chaleur. Donc, il faut un peu faire les deux. Il faut réduire et s'adapter. C'est une rhétorique qui est quand même nouvelle parce qu'il y a 10 ans, il me semble, on espérait encore éviter de devoir s'adapter tant que ça. Quand on dit qu'aujourd'hui, il est commun de parler qu'il faut s'adapter au changement climatique ou à la crise climatique, c'est parce qu'on n'a pas réussi à freiner le navire. Oui, dans une certaine mesure, on n'a pas réussi à réduire les émissions assez rapidement. Et même si on regarde aujourd'hui, si on regarde les projections climatiques pour les 20 prochaines années environ, essentiellement, peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, pour les 20 prochaines années, on va vivre les effets des émissions qu'on a déjà ajoutées dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment pour l'après, pour les 30, 50, 100 prochaines années que c'est vraiment important de réduire à plus long terme parce que les impacts vont juste être plus sévères plus on ajoute de GES dans l'atmosphère. M. McRae, vous avez été très clair, mais compte tenu que c'est si important, je vais essayer de bien m'assurer qu'on a tous bien compris. Parce que, par exemple, si aujourd'hui, on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, peu importe là, dans le monde, les effets ne seraient pas instantanés, ne seraient pas remarquables instantanément sur le réchauffement. Ça prendrait une vingtaine d'années, c'est ce que vous avez exprimé, que si on arrêtait tout de suite, on vivrait encore un réchauffement qui ralentirait et au bout de 20 ans, on ferait comme, bon, ben là, ça paraît qu'on a arrêté il y a 20 ans d'émettre les gaz à effet de serre. C'est ça? C'est essentiellement ça. En fait, si on arrêtait complètement aujourd'hui, ce qui n'est pas vraiment réaliste, mais si on faisait ça aujourd'hui, les températures se stabiliseraient à peu près au niveau actuel. Donc ça, ça serait l'idéal, en fait. Mais dans les scénarios qu'on utilise pour le futur, ces scénarios-là considèrent que les émissions vont augmenter un petit peu quand même au cours des prochaines années. Et c'est de ça que je parle. Donc, peu importe le scénario qui est assez réaliste, en fait. Les effets sont à peu près les mêmes pour les 10-20 prochaines années parce que ça prend un certain temps pour le système de s'adapter aux émissions, aux quantités de GES déjà. Bien sûr. Et dites-moi donc, qu'est-ce qu'on doit attendre? Moi, j'en parle souvent avec les gens de l'équipe de l'émission ici parce que un moment donné, on est tanné d'en parler. Hein? Un moment donné, en tant qu'individu, on fait, écoute, ça devient lourd, là. On peut-tu parler d'autres choses? La vérité, c'est qu'est-ce qu'il faut espérer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Demander à notre classe politique de s'occuper de ça au lieu qu'on en parle. Faites-le. Nous, on va aller prendre une limonade dehors. T'sais. Ça se peut-tu, ça? C'est tout ça qu'il faut faire? C'est ça. Il faut garder en tête que, premièrement, on n'est pas sur le pire scénario qu'on pensait il y a quelques années. Donc, les choses se sont améliorées. On a quand même, avec l'accord de Paris, par exemple, on a quand même mis en place des changements, des politiques qui nous évitent d'atteindre 4 ou 5 degrés de réchauffement. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on se dirige vers près de 3 degrés, donc on est loin du 1,5 ou de 2. Mais comme je mentionnais, il faut garder en tête les cibles. Les cibles ont été fixées parce que à 1,5 à 2, on voit des effets quand même importants. Mais
au-delà des cibles, comme je mentionnais, chaque tonne de GES qu'on évite d'émettre aujourd'hui va réduire les impacts dans le futur. Et on peut le quantifier, on peut regarder, par exemple, les vagues de chaleur. À l'échelle de Montréal, il y aura beaucoup plus de vagues de chaleur à 2 degrés de réchauffement planétaire qu'à 1,5 degré. Et il y en aura encore beaucoup plus à 3 degrés. Donc, si on est capable de réduire aujourd'hui pour éviter le 3 ou le 2,5, ça va être vraiment un futur beaucoup plus vivable et agréable pour les générations futures. Comment considérez-vous, M. McCray, quand on fait ce que vous faites chez Uranos, comment considérez-vous les efforts faits par différents pays? Moi, je suis toujours surpris de voir, par exemple, qu'en Angleterre, ils ont été très efficaces pour modifier leur façon de consommer des énergies fossiles et que d'autres pays qui pourraient le faire... Et l'Angleterre, tu sais, comme quand on dit que c'est pas une question de gauche ou de droite. D'ailleurs, je me rappelle très bien que l'ancien premier ministre britannique, celui dont j'oublie le nom, qui avait un gros... Boris Johnson, il avait des gros cheveux blancs. Ce monsieur-là était venu dans une convention conservatrice au Canada en disant, écoutez, là, vous autres, je comprends pas ce que vous faites parce que vous avez beau être à droite, le climat est en plein dans notre face. Comment expliquer, est-ce que certains pays, pourquoi certains pays comme l'Angleterre réussissent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir se péter les bretelles et dire, nous, en tout cas, on a fait notre part? Il y a différentes choses. Premièrement, il y a le fait que dans certains pays, c'est plus facile que dans d'autres de réduire les émissions. En Angleterre, par exemple, c'est beaucoup les centrales électriques au charbon, par exemple. Si on ferme une centrale, ça va réduire vraiment drastiquement les émissions. Donc, c'est sûr qu'au Québec, c'est un peu plus difficile avec l'hydroélectricité. On a peu d'énergie fossile en termes de l'électricité qu'on produit. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à ce niveau-là. Après, il y a tous les autres secteurs. Il y a les transports qui sont très variable d'un pays à l'autre selon l'aménagement du territoire, par exemple. Je trouve ça fascinant, ce que vous venez de nous dire, M. McCray, parce que vous avez dit, c'est facile pour l'Angleterre de s'améliorer parce qu'ils étaient au charbon pour produire de l'électricité. Au Québec, c'est plus difficile. Alors, quelque part, il est vrai de dire qu'au Québec, on fait moins partie du problème parce qu'on a cette chance d'avoir beaucoup d'hydroélectricité pour fournir nos besoins en énergie. Donc, c'est plus difficile de s'améliorer, mais en même temps, c'est moins grave que le Québec s'améliore moins, alors que ce serait pathétique de voir qu'un territoire, comme, mettons, l'Angleterre, qui crée son électricité avec du charbon, eux font, nous autres, on trouve pas ça important. C'est vrai, donc il est factuel de dire qu'au Québec, on a des enjeux, on a des objectifs, on veut être les plus progressistes et contribuer à la solution le plus possible, mais on n'est pas les plus fautifs, par contre, sur l'horizon planétaire. Je dirais qu'il y a deux choses là-dedans. D'un côté, il est vrai que nos émissions par habitant sont, par exemple en Amérique du Nord, sont parmi les moins élevées. Mais après, on a des secteurs où on est assez énergivore. Donc, si on pense au transport, par exemple, déjà par rapport à plusieurs pays européens et même ailleurs dans le monde, on est assez... on émet quand même beaucoup de GES dans nos transports. Il faut aussi garder en tête que la planète, l'atmosphère, s'en fout un peu de quel endroit la tonne de GES vient. Donc, on fait tous partie du problème dans ce sens-là. À chaque fois qu'on prend l'avion, quand on utilise la voiture, on va produire des GES et ça va avoir un impact. Donc, en termes de pourcentage de réduction, c'est sûr que c'est plus facile de réduire de 20 ou 30% dans les pays où on a des centrales au charbon. Mais il faut garder en tête qu'il faut continuer à réduire, même si on n'est pas à ces endroits-là. Puis, il y a des endroits où on est quand même très avancé, très développé. Donc, dans certains pays, ils ont besoin on peut être des leaders. On pourrait être des leaders dans ce domaine-là si on y mettait les bouchées doubles, évidemment. Dites-moi, dans un contexte comme celui-là, un peu comme... j'aime pas le citer, mais quand même, là-dessus, il faut croire qu'il avait quand même un peu raison. Quand Donald Trump s'insurgeait qu'il y avait des pays membres de l'OTAN qui ne consacraient pas le 2% auquel ils s'étaient engagés au niveau de l'armement militaire, d'avoir les ressources militaires, le Canada fait comme, c'est vrai, on s'excuse, on contribue pas. Avec lui, il dit, on est tanné, on fait tous les efforts. Bon. C'est une rhétorique militaire, mais c'est quand même par allusion à la contribution de chaque pays. Donc ici, un pays qui ne voit pas l'urgence d'agir, qui pollue très peu, c'est quand même moins grave que qu'un pays qui pollue beaucoup et qui refuse d'agir. Dans le palmarès des pays où il y a le plus d'amélioration, curieusement, c'est en Chine.
Oui, en effet, la Chine, c'est un des pays qui a émis beaucoup de GES pour se développer, pour augmenter la qualité de vie des résidents. Donc, c'est, dans un sens, c'est une bonne chose. On veut que les gens vivent bien, la qualité de vie soit bonne. Et là, les émissions réduisent parce que on électrifie, etc. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Et il y a d'autres pays dans le monde, des plus petits pays où peut-être qu'ils vont devoir se développer, émettre des GES pour augmenter la qualité de vie. Et si nous, on peut réduire ici en gardant une très bonne qualité de vie, ben ça pourrait aider d'autres pays que ça va être plus difficile de réduire les GES. Donc, l'indice de mesure serait vraiment la pollution au prorata. C'est-à-dire que si actuellement, au Québec, on pollue tant de mégatonnes par personne, on se situe où dans le palmarès? Quel pays est le plus polluant au prorata, d'après vous? Ben, certainement, le Canada et les États-Unis sont en haut de la liste, sont près des top 5 au moins. J'ai pas les dernières statistiques, ça varie quand même. Il y a différents indicateurs aussi, mais effectivement, il faut garder en termes de tonnes de gaz à effet de serre par tête de pipe, les États-Unis sont probablement les pires dans le monde et les Canadiens pas loin derrière. Les États-Unis, le Canada et l'Australie sont toujours parmi les plus émetteurs en termes des pays, effectivement. C'est fascinant quand même. Hein? Honnêtement, cette croyance populaire que, voyons donc, ça ne doit pas être si peu que ça. Il y a plein de pays, l'Inde sont tellement de millions de monde, mais la réalité, c'est que ces gens-là ont tellement peu de ressources personnelles et une empreinte écologique microscopique par rapport à la nôtre. Si maintenant, est-ce que par hasard vous auriez, je vous questionne, je vous tire l'épine avec toutes sortes de points, mais est-ce que le Québec, dans ce même palmarès-là, si on met par tête de pipe, là, au prorata, les États-Unis sont probablement dans les pires, le Canada pas loin en dessous, le Québec, est-ce qu'à cause de notre hydroélectricité, on est quand même mieux que d'autres pays? Oui, je n'ai pas le chiffre exact où le Québec se situerait parmi d'autres pays, mais c'est vrai qu'en Amérique du Nord, si on regarde les États, les provinces, on est assez bas grâce à l'hydroélectricité. C'est ça. Mais après, c'est quand même plus élevé que plusieurs endroits en Europe, par exemple. Ben oui. Notamment à cause de nos transports. Le Québec est très étendu. Moins de transports collectifs, plus d'automobiles, etc. Et d'ailleurs, ce qui me mène à penser qu'évidemment, l'empreinte de gaz carbonique qu'émet le Canada est particulièrement forte, entre autres à cause du pétrole albertain qui nécessite beaucoup d'émanations. Est-ce qu'il y a des efforts, voyez-vous d'un bon œil, par exemple, parce que c'est un effort écologique de penser qu'on pourrait extraire le pétrole des sables bitumineux en Alberta avec des centrales nucléaires plutôt qu'en faisant la combustion du gaz naturel? Effectivement, le nucléaire, c'est une source d'énergie à faible émission, presque zéro émission de CO2. Donc, par rapport au sable bitumineux, c'est souhaitable pour le climat. Après la gestion, il y a plein de questions avec le nucléaire, plutôt politiques, qui sortent de mon expertise. Donc, je comprends tout à fait. Prononcer sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais en termes des GES, effectivement, c'est vous avez tout à fait raison. C'est éminemment politique, la question. C'est pas une question technologique, c'est une question politique, de volonté politique. En terminant, M. McCray, récemment, on a vu, à cause du 1er juillet, les déménagements, les gens disaient, je pense que c'est Stéphanie Villeneuve ici qui mentionnait aux gens, si vous voyez des électroménagers sur la rue, bon, c'est correct qu'il y aura un ferrailleur qui va les ramasser, mais les réfrigérateurs, c'est pas la même chose. Il faut s'assurer que la réfrigération, les climatiseurs et les réfrigérateurs, les congélateurs, soient récupérés de façon précise. Est-ce que c'est vrai que le gaz réfrigérant de ces appareils-là est une source importante de pollution dans le monde? Effectivement, ces gaz-là sont des gaz à effet de serre, comme le CO2, comme le méthane, sont moins présents en pourcentage que le CO2, mais sont quand même très, très puissants, effectivement. Et que de là, donc, bien recycler ces appareils-là, c'est important pour capter le gaz en question et faire avec, je ne sais pas trop, mais c'est certain que de le laisser s'échapper dans l'air, ça c'est pas contribuer à la solution. Bien, M. McCray, je vous remercie beaucoup. Puis honnêtement, si je vous donnais le mot de la fin, qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent puis qui se disent, ça me préoccupe cette affaire-là, ça me préoccupe, je le vois, je vois les feux dans l'Ouest, je vois les canicules, je vois tout ça. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme prise de position, comme action à poser? Je pense qu'il faut partager le message, qu'il faut réduire les émissions de GES. On peut tous faire nos parts. Il faut demander au gouvernement de faire leur part. Et il faut garder de l'espoir que ça va arriver. Puis, comme j'ai dit, ça aurait pu être pire.
mais on peut vraiment faire un effort pour réduire les effets dans le futur. Vous avez raison que c'est un message très constructif de dire que depuis le temps qu'on en parle, on a évité le pire. C'est vraiment important. On lâche pas les efforts. Au contraire, on les encourage en disant que ça donne quelque chose. Merci beaucoup, M. McRae. Christopher McRae, qui est spécialiste en simulation et analyse climatique chez Ouranos.